Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. On y va aujourd'hui pour l'analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et analyse comme d'habitude de l'altcoin dominance. Allez, intro. Alors, en ce qui concerne le 4 heures, pas de développement majeur, si ce n'est cette petite distribution. Pour le moment, rejet sur la distribution 4 heures qui est ici. D'accord, la trend de distribution ici est plutôt bien respectée, on va dire ça comme ça. On avait mis en avant hier 15 minutes. Il va y en avoir un qu'on va devoir soit décaler, soit passer en 1 heure. Mais c'est moche, bien sûr, d'avoir perdu ici le 15 minutes qui est en bas. Donc action de prix sur le 15 minutes qui est plutôt baissière, avec juste avant qu'on fasse la vidéo hier, ici, un rejet sur cette zone-là. Hein. C'était quelque chose qu'on avait mis en avant. Je pense qu'on a fait la vidéo dans ces eaux-là. Non, ça s'est passé même cette nuit. Donc rejet sur le 15 minutes du haut, qui... Ben non, on avait dû faire la vidéo par ici. 25 juin. Ah non, pardon. 25 juin, 26 juin... 26 juin, 25 juin, non on est le 27, excusez-moi, pardon, on avait dû faire la vidéo à la suite tout simplement de ces 3 niveaux-là. Donc on a plutôt rejeté, on est venu ici, ça a essayé de tenir, vous le voyez là, et puis on est passé en dessous et on est actuellement en train de voir ce niveau devenir résistance puisqu'il a été perdu comme support. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler ici en dessous. Et vous comprenez que déjà, on va dire ça pour la journée, on va le remonter un petit peu par ici. Au niveau de la journée, bah, on a une nouvelle zone de combat qui est beaucoup plus resserrée, qui se trouve quelque part par là, grosso modo. Et que on a quand même des informations, on va dire, qui restent plutôt baissières, au sens où on perd le 15 minutes, le support hein, qui était ici. Où est-ce qu'on a le prochain suivant 15 minutes? J'entends ici, à part ce qui s'est construit de nouveau hein, dernièrement. Sincèrement, on n'a pas grand-chose. On a un petit quelque chose ici. 60 247. Mais c'est pas méchant. Et on a un tout petit quelque chose ici, 59 900. Qui n'est pas méchant non plus. Ici, pareil, vous voyez qu'on avait marqué le signal en 1 minute. Hein. De dire théoriquement, à partir du moment où on clôture en 1 minute ici, en dessous de ce point, et le signal du coup était ici, bah, ça voudrait dire qu'on perd le 15 minutes, et c'est plus ou moins ce qu'on a eu. Donc ça, on peut l'enlever également. Voilà, petite zone de combat ici, entre 61 200 et 60 600. Ça peut se jouer éventuellement sur la journée. À voir. Là, pour l'instant, on est plutôt sur le bas, donc ça serait plutôt du long. Encore une fois, après, sur la grosse structure, hein, on va dire le 4 heures, personnellement, ce que je regarde, ce que je veux voir, et on n'est pas nécessairement dans quelque chose de moche, c'est ça que je veux dire. Ça serait une impulsion et que ça soit une correction. Donc la cassure de cette distribution pourrait amener à la cassure de celle-ci, qui elle-même pourrait emmener à un retest des 64 000. Donc concrètement, si vraiment il y avait un signal à prendre en compte, je dirais là-dedans, c'est le fait qu'on arrête de distribuer là-dedans. Il y a des pas très bonnes news aujourd'hui, c'est-à-dire que on va la prendre en 1 heure ici, cette correction. Il y a des pas très bonnes news aujourd'hui, c'est-à-dire que il semblerait que les États-Unis aient envoyé du BTC pour être vendu sur Coinbase. Donc on va suivre ça de près également. Vous voyez la petite distribution qui est là. Bah, si jamais on arrive à la casser, on a des chances d'avoir une nouvelle impulsion. Impulsion, distribution, impulsion. D'accord. L'idée étant de revenir, je dirais vraiment à peu près dans ces zones-là. 64, 63,5. Globalement, on reste dans le scénario d'hier. Et c'est juste que la correction est ici un petit peu plus longue. En tout cas, c'est au vu de la structure ce qu'on peut éventuellement jouer. Ensuite, Ether contre Bitcoin qui continue à marquer de l'appréciation. On ne casse pas néanmoins la structure, je parle de ici. Enfin, on ne fait pas une continuation de structure plutôt, mais c'est pas moche, d'accord. Là, c'est un petit peu la même chose dans l'idée.
j'ai mon impulsion, ma distribution ici, je reprends une impulsion, je reteste, je reprends une impulsion, je fais ma petite correction. Est-ce que j'aurais pas une impulsion supplémentaire, hein? C'est un peu la même idée. Confirmation de cassure, on en a déjà pas mal parlé, mais ce sera pas avant les 0,60. Je parle ici du moyen terme, on va dire, sur Ethereum. Ethereum contre le dollar, on va regarder si le daily est perdu. Non, pour le moment non. Si aujourd'hui on clôture au-delà des 3004, on va dire, ça nous sous-entend que ce daily se maintient bien. Si c'était le cas, scénario privilégié, c'est qu'on vienne retester ça, peut-être le casser, et à minima retester ici 3626. Pareil, hein, c'est un peu la même lecture que Bitcoin. On est en bas du bas, mais il y a potentiellement des choses qui peuvent être intéressantes pour se mettre en place. On ira voir la liquidité pour voir un petit peu ce que c'est dit. Stablecoin dominance. Même chose, tant qu'on casse pas cette distribution-là, celle-ci, bon, on est dans une tendance baissière, donc l'idée, ça serait peut-être de continuer. Maintenant, à partir du moment où on la casse, bon, on s'affranchit, à partir de ce point-là, en tout cas, de cette mauvaise structure de retournement ici, en épaule, tête-épaule, qui, si jamais elle casse vers le bas, pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Donc voilà un peu l'idée. Stablecoin dominance qui est autour des 20%. On a déjà fait pas mal d'études là-dessus, donc je vous renvoie à la vidéo d'hier qui était très complète, si jamais tout cela vous intéresse. Bitcoin dominance, on a un repli, pas de cassure de structure. La vraie cassure de structure, elle aura lieu à 54. Pour le moment, on est à 54-56. Voilà, on va dire que c'est pas une journée excessivement intéressante. Je parle de la journée d'hier. Et stablecoin dominance, pour l'instant, pas de cassure, pas de cassure de ce momentum-là qui est à l'augmentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les stablecoins sont en ce moment en train de prendre de la dominance. On arrive dans des zones de rejet potentiel. Vous le voyez ici, hein, sur ce daily qui est là. On arrive dans des zones de rejet potentiel. C'est la seule chose qu'on peut dire éventuellement. C'est-à-dire que si on devait rejeter, il se pourrait que ce soit dans ces zones-là en daily. En tout cas, c'est une résistance sur la stablecoin dominance qui fait que généralement on est racheté. Bien comprendre ici qu'on regarde un petit peu Bitcoin en inversé, hein, si je vous fais ça, ça serait pas vraiment Bitcoin, ça serait plutôt le total. Mais si je vous inverse la charte, ça ressemble quand même pour beaucoup à ce que nous dit Bitcoin, hein. Vous le voyez ici avec cette espèce de flag, sachant que Bitcoin a plutôt poussé là, d'accord, et que là il est en train d'être à peu près dans les mêmes zones. Donc c'est plus là où il y a de l'intérêt à regarder la stablecoin dominance, je dirais, c'est plutôt pour y voir le total inversé, mais également il faut bien comprendre que la stablecoin dominance correspond à regarder également qu'est-ce qui est minté en USDT, USDC. Donc quel est l'argent qui attend sur le côté, mais également quelles sont les ventes qui sont faites, hein, bien sûr, puisque une stablecoin dominance haussière signifie un total qui va baisser. Donc du coup voilà, c'est excessivement intéressant de regarder ça. On va regarder le total justement, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé tout ça. Avec une dominance à 55%, ça ressemble assez fort également à la charte de BTC. On va dire que le total est sur support weekly. On pourrait éventuellement dire même daily s'il n'y avait pas ces 2 jours passés dessous, là, ici. Vous le voyez là-dedans. Mais en tout cas, il y a une forme de support ici, pareil, dans cette zone, hein, qui pour le moment essaye de se maintenir à peu près dans cette zone-là. Pas vraiment un support daily, puisqu'il a été hard closé ici. Mais ça ressemble assez fort à un support, c'est les 60 000 $ sur Bitcoin, tout simplement. Sur le total, il va falloir, c'est pareil, casser la distribution en cours, hein, qui est là. On voit aussi sur le total, et ça c'est plutôt propre, que si on devait avoir un flag ici, qui nous emmène soit sur la zone des 3,25 trillions, soit éventuellement plus haut, tout dépend de comment on voit, hein, la correction qui est là. Si je considère que le mât est ici, l'impulsion est ici, et ça c'est la correction de cette impulsion-là, à ce moment-là je vise 3 et quelques trillions.
Si jamais, donc là, ce serait un flag retesté, hein, vous l'aurez compris, donc on serait sur le push vers une nouvelle impulsion. Si je ne considère pas cette correction-là, sous-entendu le mât en fait c'est ça, vous avez des targets qui sont bien plus intéressantes. C'est au choix de chacun, bien sûr, et à la conviction pour les uns ou les autres que nous sommes dans un endroit où effectivement les choses pourraient très bien se passer ou très mal se passer. Personnellement, si je devais jouer quelque chose là-dedans, bon, j'aime bien ce retest, tant qu'on réintègre pas le flag, hein, ça me paraît normal de penser comme ça. J'aime bien ce retest, j'aime bien assez souvent, hein, les retests se font comme ça, on ne passe pas globalement on fait une running flat, hein, c'est à peu près comme ça qu'on sort d'un flag et qu'on reteste, enfin assez souvent ça se passe comme ça, pourvu qu'on n'enfonce pas, c'est-à-dire une flat plus grande, ça c'est la possibilité, donc pas de running dans cette zone-là, ou une flat étendue ça nous ramènerait, on en a déjà parlé, mais à peu près autour des, ici vous êtes à 50K, ici vous êtes à 40K sur BTC, hein, globalement la crypto marche plutôt ensemble en ce moment, hein, donc on n'a pas trop à s'enquiquiner avec des histoires, et bon, si vous le voyez comme impulsion, correction, nouvelle impulsion, c'est-à-dire une vague de 5, eh bien, à ce moment-là, on s'attendrait à une... Voilà, on va le faire simple. En Elliott, la 3, ici, théoriquement, est la meilleure des vagues. Théoriquement, c'est la plus impulsive, en tout cas. La 5, assez souvent, est moins impulsive. Ça dépend des cas, mais voilà. Là, on respecte en Elliott l'idée que la 3 n'est jamais la plus petite des vagues dans une impulsion. On ne vient pas voyager dans le territoire de la 1, d'accord, donc ça c'est propre. Ça reste une 3 assez impulsive. Si jamais j'avais déjà eu des extensions sur la 3, plutôt que de se faire en 5 vagues, elle devrait se faire en 7. 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6, peut-être 7, ou peut-être 5. C'est assez... Peut-être ici une correction, et là, bon, ouais. C'est assez difficile de voir les extensions là-dedans. Et en soi, il se pourrait que les extensions aient lieu sur la 5. En tout cas, étant donné que la 3 est plus grande que la 1, si on est dans une impulsive d'Elliott, il est possible d'imaginer que la 5 soit plus grande que la 3, puisque les règles sont respectées, d'accord ? Maintenant, où s'arrête la 4, ça c'est une des grosses questions bien sûr. Et deuxième chose, on a une 2 en flat. Théoriquement, selon l'alternance des vagues, il serait compliqué d'envisager... Enfin, compliqué. Ça, c'est pas une règle en soi. Mais envisager une 4 qui se fasse en flat également est plus rare. Voilà, on va dire ça comme ça. On s'attendrait plutôt à une 4 en zigzag, puisqu'on a eu une 2 en flat. Voilà. Maintenant, ça n'est pas une règle, c'est plutôt une observation. Donc en soi, venir à viser 5 trillions de market cap sur le total, vous comprenez que où est-ce que ça nous emmène le marché? Ça nous emmène à peu près 1 fois 2,5. Est possible. Ça n'est pas insultant. Maintenant, imaginez également la première target, la plus petite. Une 5 qui s'arrête autour des 3 trillions est peut-être plus envisageable, on va dire. En tout cas, dominance égale, on va dire que ça nous emmènerait BTC sur les zones des 120, 160 000 $, quelque chose comme ça. Si on n'enfonce pas, hein, encore une fois, si on n'a pas une correction plus importante, etc., une étendue par exemple, à dominance égale, et ici on serait autour de plus 50%, 100 000 globalement. Je préfère personnellement la jouer plus conservateur si on y va que d'aller chercher ça. On peut éventuellement mettre des runners pour aller chercher ça. Sur moi, le type de trade sur lequel je suis en ce moment, ce sera plus conservateur, y compris sur le runner ultime, d'accord ? Qu'est-ce qu'on aurait éventuellement en extension, du coup ?
On fait un peu d'Elliott hein, là sur le total. J'espère que vous l'aurez compris. Elliott n'est pas un système pour prévoir les prix, hein, je le rappelle. Elliott est un système de prise de profit. Attention à ceux qui vous diront, à ceux qui vous disent ou qui prétendent pouvoir les prévoir les prix avec Elliott. C'est du gros mytho. Ici, 1.272, ça nous donnerait globalement quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire la correction à peu près logique qu'on a eue dans ce biseau-là. Après, en ce qui concerne les extensions, c'est un peu plus compliqué. Si on partait du crash Covid, on va dire ça comme ça, avec ici une 2 en flat étendu, et là on serait dans le début d'une 3. Les extensions maximum qu'on pourrait aller chercher, les extensions entre guillemets en prise de profit logique hein, qu'on pourrait éventuellement aller chercher. Là, vous le comprenez, on est en haut de la 1 et ici on se dirige en bas de 2. Serait de l'ordre, si on fait la même vague déjà que la 1, 16 trillions. Ça, il faut comprendre que on est dans la visibilité d'un autre cycle que la 5 éventuelle dont je vous parle là. Pourquoi ça? Parce que théoriquement, tout ça doit se construire sur une temporalité différente. C'est-à-dire que vous auriez ici une sous-vague. 1, 2, 3, 4, 5. Correction de 2. Ou qu'elle s'arrête. Une 3, une 4 et une 5. Et là, donc, du coup, on serait dans plus ou moins un cycle entier. 16 trillions sur la market cap. À voir si c'est ça qui se met en place. Le danger, c'est quoi? Et c'est pour ça que je vous dis, attention à Elliott. Vous avez des abrutis qui prétendent aller vous donner un scénario Elliott. En fait, il y a autant de scénarios Elliott que d'Elliotistes. Ça, c'est une première chose, puisque ça correspond à de la prise de profit, encore une fois. Mais qu'il y a toujours cette idée qu'on peut faire une grande flat, d'accord? Que la 2, ici, est une 2 de, entre guillemets, méga cycle, super cycle, appelez-le comme vous voulez, et qui est un retour aux 15 000 $. Ça n'est pas exclu, c'est quelque chose qu'on pourra exclure, je dirais. Uniquement, moi, dans mon scope, hein, on va dire, si on passe les 90 000 $, 88, 90 000 $ déjà. À 80, il me semble, je vais vérifier parce que je voudrais pas dire de conneries. Personnellement, j'invalide une flat quand on dépasse le 110% de correction de ce qu'il s'est passé avant. Pour moi, encore une fois, la fin du bull market dernier a eu lieu ici. Ça, c'est un automatic rally, c'est autre chose. C'est ce que, permet de voir les choses comme ça. Dans ce cas-là, on a d'ores et déjà quasiment joué avec les 110%. Hein. Ici, on parle du total. Mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire que le 110%, l'invalidation à 1,1, vous comprenez ici, l'invalidation n'arrivera que quand on aura dépassé 2,87 trillions. Et pour le moment, on n'y est pas allé. Donc, sur le total, ça ne marche pas. Sur BTC, ça marche presque. En fait, on est à peu près dans ces zones-là, justement. Je vais vous montrer sur BTC. Hop. Donc là, vous comprenez que je regarde la teneur du haut de la 1 jusqu'en bas de la 2, prétendue 1 jusqu'en bas de la prétendue 2, encore une fois, et je regarde si on a fait plus 10% par rapport à tout ça. Ici, vous voyez que ça fonctionne presque, d'accord? C'était à 74. Personnellement, je la joue plus conservateur, hein, ce faisant, puisque je vais invalider comme ceci, c'est-à-dire je vais demander à la flat d'aller chercher plus de 80, d'accord? Mais sinon, vous voyez qu'on est à peu près pile. 75 270, on est à peu près pile en dessous. Ça marche presque, c'est ce que je dis tout à l'heure. Personnellement, je la prends un peu plus haut, je la prends à 80, pour être sûr. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est me donner une sécurité supplémentaire. 19 minutes sur le technique, on passe au reste. Donc globalement, pour terminer sur la structure, altcoin, pas de confirmation. Ethereum, très engageant, mais pas de confirmation non plus. Bitcoin,
pour moi, on est sur une zone où c'est littéralement potentiellement un bottom. La grosse question, c'est le sentiment. C'est-à-dire, si on a trop de longueur sur ce point-là, il est possible de venir chercher plus bas. Et si le sentiment est détérioré sur le spot, c'est-à-dire, on l'a vu dernièrement, même si moi, j'y crois pas beaucoup, les ventes de gouvernement allemand, et là, depuis hier, les ventes de Silk Road du gouvernement américain, hein, les gouvernements qui semblent se mettre un petit peu d'accord pour procéder à des ventes en ce moment. Eh bien, si tout ça n'est pas très bon, eh bien, à ce moment-là, on aura bien évidemment une correction plus substantielle. Donc, passer sous la structure n'est pas exclu, une grande flat n'est pas exclue. Je dirais que sur le total 3, aujourd'hui, c'était intéressant de regarder, on est sur des zones où ça peut nous donner une running. Maintenant, on va quand même peut-être privilégier une flat. Donc, galère un petit peu là, je mets en pause une seconde. Ensuite, j'ai oublié de faire les news. On va faire les news rapidement du coup. Les news, eh ben tout le monde qui vend en même temps. Silk Road, donc les gouvernements, les BTC du gouvernement américain, il y a eu un dépôt de 4000 bitcoins sur Coinbase. Ça fait partie un peu de la blague, hein, Coinbase, qui est quand même la manière qu'a le gouvernement de vendre, hein, puisqu'avant c'était vendu aux enchères, hein, il n'y avait pas de vente via Coinbase. Et dorénavant, ça se vend via Coinbase, alors qu'il y a eu un procès avec Coinbase dernièrement, vous vous rappelez, au niveau de la SEC. Donc ça, c'est ce qu'on a dit hier, on a reposté ça hier, je pense. Attention, le gouvernement américain qui a 213 000 bitcoins de l'affaire Silk Road et Banmit, eh bien, on a envoyé 4000 sur Coinbase Prime. Et par ailleurs, ça peut amener des questions. Là, pour le coup, c'est un peu complotiste ce que je vais dire, mais on peut imaginer qu'il y a plus grand monde en termes de BTC sur Coinbase Prime. Coinbase Prime, c'est la plateforme institutionnelle hein, de Coinbase, c'est-à-dire c'est pour les gros poissons. Et c'est aussi un desk OTC, bien sûr, vous pouvez acheter over the counter, donc hors marché, un certain nombre de BTC chez eux. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les caisses de Coinbase Prime, en termes de ce qui est disponible, hein, pas la custody, mais ce qui est vraiment disponible, sont plutôt vides? Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer que BlackRock, de temps en temps, s'entende un petit peu pour dire, écoutez, vendez un petit peu de BTC là, que vous avez là, sur les 213 000, comme ça, au moins, déjà, ça FUD un peu le prix. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, comme ça, éventuellement, ça remet un petit peu d'OTC desk. Je pense que la vente s'est faite OTC, ici. C'est-à-dire que elle n'impacte pas le prix spot, hein, mais on va voir ici, peut-être que ça va vendre au marché. Je ne pense vraiment pas que ça sera le cas. Les flux ETF d'hier sont à 21 millions, c'est-à-dire zone neutre. Et puis, voilà, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Asselineau qui parle japonais, mais c'est plutôt bluffant. Et demain, il y a un débat entre Biden et Trump, et il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue. Peut-être pour aider un petit peu notre ami Biden, parce que sinon ça risque d'être compliqué pour lui ce débat. Avec le fait que les candidats ne peuvent pas s'interrompre. Il va y avoir une lumière, là j'ai mis un bouton, mais en fait c'est une lumière verte. Les candidats ne pourront pas s'interrompre, ils auront chacun un temps de parole dévolu, donc il n'y aura pas de possibilité d'interruption. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Partenaire actuel, c'est Bluffin. Vous avez le lien en description de la vidéo. Si jamais vous voulez venir vous affilier, ce qui vous donnera droit à des vidéos supplémentaires que je sors tous les jours. Soit je les poste sur le Discord, soit ils sont sur un canal spécifique sur YouTube, auquel vous pourrez accéder. Et là, pour le coup, sans être partenaire Bluffin, si vous payez 10 € par mois, cliquez sur le bouton « Rejoindre » sous la vidéo. Bon, voilà, débat, on en a parlé. Au Japon, les méga riches qui voudraient investir massivement dans les crypto-monnaies, c'est à vérifier, je ne sais pas d'où sort cette information. Ici, on passe. Ici, on en a parlé de Silk Road. Ici, on passe. Alors, il y a deux choses intéressantes vis-à-vis de la libération d'Assange dernièrement. Et Russell Bridge, qui était le créateur de Silk Road, qui est actuellement en prison. D'abord,
Trump a dit, moi je vais libérer Assange et Ross Ulbricht si jamais, donc c'est très pro-crypto hein, de faire ça, mais c'est aussi pro, on va dire, libertarien. Je vais les libérer directement dès que je serai élu. Biden est en train de lui enlever une cartouche puisqu'il vient de libérer Assange. Alors Assange a dû plaider coupable pour ça, mais il vient de libérer Assange. Faut comprendre que Assange, à l'époque, sur Wikileaks, quand il y avait des dons, en fait, c'était les deux gros cas d'usage formidables pour l'adoption de Bitcoin. Silk Road, donc vendre des drogues, et Wikileaks, qui était la possibilité de faire des dons à Wikileaks. À l'époque, c'était, je crois, McGregor, toute l'administration américaine avait coupé Wikileaks de ses sources de financement, les sources bancaires, hein, j'entends, toute la finance s'était détournée de Wikileaks, et Wikileaks avait dit, nous, on va accepter les donations en crypto. Ça leur a plutôt bien réussi, puisque à l'époque, les donations qui avaient été faites en Bitcoin ont fait un bon 50 000% depuis. Donc, en fait, Wikileaks, désormais, on va dire excessivement riche, hein, tout simplement. Parce qu'ils ont plutôt holdé, ils ont pas énormément vendu. Et Assange lui-même, on a bénéficié par ailleurs. On l'a vu aussi au travers de la libération d'Assange. Il fallait payer 500 000 $ pour que Assange prenne un avion. Et il y a eu un donateur Bitcoin qui a donné 8 BTC. Beaucoup de gens pensent que c'est Jack Dorsey. Bon, on va pas faire ici, mais ce que je veux dire par là, c'est que à la fois, il y a un recoupement quand même à faire entre ce qui s'était passé sur Silk Road, et les gens veulent que Ulrich soit libéré, déjà parce qu'il a purgé une peine assez conséquente par rapport à ce qu'il a fait, on va dire, c'est-à-dire, oui, certes, faire du dark web, oui, certes, vendre grâce à la crypto-monnaie des drogues, mais ça a représenté un des premiers cas d'usage. Vous en aviez 3 globalement à l'époque. Vous aviez le poker en ligne qui avait été banni en grande partie aux États-Unis en termes de jeu d'argent, donc du coup on jouait du Bitcoin, c'était pas nécessairement de l'argent, les gens comprenaient pas ce que c'était à l'époque. Vous aviez le dark web avec effectivement Silk Road qui était le cas le plus important. Et puis vous aviez les donations Wikileaks qui également ont très largement bénéficié de ça. Donc ces 3 histoires-là sont des histoires pour lesquelles les Bitcoin maximalistes, on va dire ça comme ça, auxquels les Bitcoin maximalistes sont extrêmement sensibles, parce que tout simplement, pour eux, ce sont les premiers cas d'adoption BTC. Qui certes sont des cas effectivement de contournement de la loi, ou en tout cas de contournement de la finance, enfin des règles financières qui avaient été imposées à Wikileaks, mais quoi de mieux et quoi de plus propre pour montrer la résilience de Bitcoin et la non-possibilité d'arrêter le fait qu'il s'agit de l'asset le plus que vous possédez le plus au monde. J'ai regardé il n'y a pas longtemps la vidéo sur l'intervention de Saylor à BTC Prague. Sa présentation s'appelle les 21 règles de Bitcoin, et il explique pourquoi, alors c'est pas excessivement intéressant, c'est plutôt intéressant sur pas mal d'aspects, mais voilà, mais en tout cas ce qu'il en ressort réellement, et c'est quelque chose qui m'a effectivement, pour le coup, avec lequel j'ai énormément acquiescé, qui est de dire, vous possédez une maison, finalement, vous devez quelque chose à la mairie, vous possédez de l'argent, c'est à la banque que vous devez quelque chose. Si, à la limite, vous avez du cash, qui est la forme la plus pure d'argent, vous avez un debasement, vous allez vous faire petit à petit rogner ce que vous avez sous le matelas en cash, vous allez vous le faire rogner par l'inflation. Et donc, Bitcoin, d'une certaine manière, est la forme la plus pure, non pas même de monnaie, mais de possession. C'est assez vrai sur le fond, puisque effectivement, entre guillemets, d'une certaine manière, personne ne peut arrêter Bitcoin, un petit peu comme personne ne peut arrêter Internet, un petit peu comme personne ne peut arrêter un certain nombre de choses. C'est du code. Il n'y a pas besoin ici d'avoir une personne qui dise ça c'est bien ou ça c'est mal. Et on voit d'ailleurs que les États ont essayé d'entraver la progression des crypto-monnaies et que ça n'a jamais réellement fonctionné, tout simplement parce que c'est impossible. Ensuite, je ferai tout un sujet, je pense, là-dessus dans les jours prochains, parce que j'étais assez inspiré par 2-3 petites choses, notamment sur les caractéristiques de la monnaie, les avantages de Bitcoin par rapport au dollar, par rapport à l'or, etc. Ce sera un dossier, on fera un petit dossier complet directement là-dessus. Ici, pourquoi est-ce que votre plan de retraite n'a pas l'air bien ? Certaines personnes font encore pire.
Et aujourd'hui, on aura la deuxième révision du PIB. Je pense pas que ça soit de la grosse surprise. Ce que j'entends par la deuxième révision, c'est qu'on a déjà eu le chiffre du Q1 il y a de ça 3 mois. Et puis là, on a eu plus de chiffres, donc du coup, ils vont sortir. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, c'est pareil, je m'attends pas à énormément de volatilité par rapport à ça. La bonne chose, c'est qu'on arrive en fin de mois, donc on va pouvoir bientôt calculer l'inflation. J'avais fait un peu les calculs il y a de ça quelques jours. On est plutôt sur un mois plateau, peut-être un peu baissier sur l'inflation. On fera au 30 juin, hein, tout simplement, le point là-dessus. Également, calcul du prochain CPI en ce qui nous concerne. On fera notre propre, c'est ce qu'on fait d'habitude également, on fera notre propre vision du CPI. La potentielle grosse news de la semaine, ce sera le Core PCE et le PCE demain, qui encore une fois ne sont pas une news majeure pour moi, puisqu'on a déjà eu le CPI. La grosse prochaine échéance, c'est les chiffres de l'emploi, vendredi 5, et c'est bien sûr le CPI la semaine suivante. Alors je ne sais plus quand il est exactement, mais le vrai CPI, on l'aura... Ah pardon, je regarde la semaine dernière, là, juillet 5. Oh, attends, maintenant que j'ai posé la question, on va aller voir. Je pense que c'est autour du 10 en général, 10-12. C'est pas le 10, c'est le 11 juillet. 11 juillet, ce sera le CPI du mois de juin, hein, bien sûr. On essaiera de le calculer déjà au 30 juin pour avoir un petit temps d'avance sur un petit peu tout le monde. Temps d'avance que, je vous le confesse, on n'aura pas puisque tout le monde fait comme moi, mais... Enfin, tous les traders, en tout cas, font comme moi. Mais ça reste de la didactique intéressante et des informations intéressantes à avoir. On passe sur les liquidités. J'en profite pour vous dire de mettre un like sur les vidéos, c'est très important. Encore une fois, éventuellement, cliquez sur le lien pour vous inscrire sur Bluffin. Alors, les liquidités... 81 millions de liquidés hier, c'est assez intéressant qu'on liquide du short principalement sur Bitcoin et Ethereum à hauteur de la moitié, 40 millions, et du long principalement sur les alts. Donc ça c'est intéressant, il y a une sorte de dichotomie qui fait écho à la journée d'hier un petit peu où c'était un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que les alts avaient plutôt bien tenu par rapport à une baisse de Bitcoin et inversement. Carnet d'ordre. Bon, on peut dire que ces ordres-là, qui s'étaient faxés, malheureusement ont disparu sur la descente. Ça, c'était plutôt engageant, plutôt encourageant. Alors, il y en a certains qui ont été servis sur le dip qui était là. On en a certains autres qui ont été servis également. Pour le moment, on a un petit quelque chose sur la zone, mais la vraie zone d'envie, on va dire, d'achat spot, se trouve plutôt entre 59 000 et 59 700. Donc, ça serait des zones où soit on s'attendrait que ça rebondisse, soit que ça soit servi en partie. Maintenant, j'ai peu d'ordre à la vente également. Si d'un coup, quelqu'un appuie sur market, achat market, ça peut très bien rebondir à partir de là. Quand on regarde les marchés en levier, alors il y a plusieurs choses que j'aime bien, plusieurs choses que j'aime pas. D'abord, je parle pour du long, hein, ici, augmentation du prix, augmentation du funding, diminution du funding, pardon, et augmentation de l'open interest, ça veut dire qu'on a du short ici. Ça, c'est une certitude. On a du short sur le haut de la structure. Maintenant, depuis qu'on a trouvé ce top-là, ici, j'ai une augmentation du funding. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai du long sous la structure. Il y a une divergence entre ce que me dit le prix et ce que me dit le funding. Théoriquement, le funding devrait diminuer puisqu'on a une diminution du prix. On devrait liquider du long, mais c'est pas le cas. Donc ça veut dire que j'en ai qui se rajoutent. J'ai une divergence. Maintenant, cette baisse de l'open interest dans ce cadre-là me fait penser que peut-être tout cela est de la prise de profit de short, ce qui n'est pas une bonne nouvelle non plus parce que ça veut dire qu'on a moins de monde ici à short squeezer également, hein, mais voilà, ça laisse plutôt penser, diminution de l'open interest, diminution du prix, augmentation du funding, on a des hedge funds qui prennent profit sur leur short assez massivement. Si jamais ils viennent à prendre profit sur leur short, il faut comprendre bien que on est peut-être dans un moment où, et on en a parlé hier, le cash and carry trade va reprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a mis fin à une certaine phase du cash and carry trade. Je le rappelle, ça veut dire shorter le CME,
Donc là, on n'a pas le funding du CME1, on n'a que les exchanges. Mais shorter le CME et en même temps faire des achats spot sur les ETF. C'est désormais le véhicule institutionnel qui est plébiscité par tous ceux qui font ce cash and carry trade. Dans ce cadre, il peut être intéressant de re-shorter à nouveau. Alors là, on est sur des zones très neutres, hein, 0,01, ça reste assez neutre quand même. Mais il peut être intéressant éventuellement de shorter à nouveau, refaire de l'achat spot. C'est peut-être pour ça qu'on voit les ETF être plutôt à 0 en ce moment, ou à 20 millions, etc. Ça recommence tout doucement, et revenir shorter à nouveau. Donc prise de profit sur les shorts sur la zone, possibilité éventuellement de relancer à nouveau un cash and carry trade. Pour le moment, en tout cas, c'est pas avéré, on va dire. Hein. C'est une possibilité, c'est quelque chose qu'on subodore. Moi, j'aime bien qu'on ait pris cette poche de liquidité là, c'est ce qu'on en avait parlé hier. Maintenant, on traîne là. Voilà, ce que j'aurais aimé, c'est que ça se fasse en mèche, et on repart. Pour l'instant, c'est très mou. Donc ça laisse le temps un petit peu de recréer une nouvelle poche de liquidité légèrement en dessous. On l'a dit éventuellement qu'il y avait peut-être quelque chose en termes de volonté d'achat spot dans cette zone-là, hein, c'est-à-dire légèrement sous 60 000. Donc attention à ça. Pour moi, c'est pas moche. On est toujours sur un delta négatif, plus de short que de long. J'aime beaucoup cette poche de liquidité-là qui se trouve à 63 000. Légèrement au-dessus des 63 000, puisqu'on a des belles positions également ici et là. Donc 63, 63,5 peut-être. Pour le moment, ça ne veut pas y aller. Donc, écoutez, on attend éventuellement que les choses se mettent en place. Toujours pareil, vous le voyez ici. On a poussé, on a pris un premier point chaud sur la 7 jours, et derrière on a tellement larvé un peu la montée, elle a été un peu molle, et on a ensuite tellement latéralisé qu'on a créé les conditions d'une poche de liquidité supplémentaire, qui elle trouverait, on va dire, son point bas autour des 59, hein. C'est aussi là où il y a des volontés d'achat, donc ça collerait pas mal. Par contre, ça j'aime bien aussi, j'ai un peu de liquidité intermédiaire qui fait la jonction. C'est-à-dire que là sur la descente, alors on a un point chaud au-dessus, et sur la descente j'ai un petit peu de liquidité intermédiaire qui commence à se mettre en avant. Donc ça c'est à vous de choisir. Est-ce que je considère qu'on va retourner, re-resetter à nouveau la 7 jours, retourner dans la zone des 59, admettons, ou alors est-ce que cette liquidité intermédiaire-là est suffisante pour me donner un push supplémentaire? Et encore une fois, j'achète pas trop, moi, le FUD de 4000 BTC vendus, ni du côté gouvernement allemand, ni du côté américain. 5000 BTC, théoriquement, dans le volume total, on va dire, c'est plus la news qui fait peur que réellement l'action sur le prix. Après, attention, la news peut faire peur, et effectivement, il est possible que ça crée du panic sell. Le problème, c'est la réaction du public et la volonté d'acheter la zone pour les institutionnels. Ethereum, on est venu prendre un peu de liquidité. Il n'y en avait pas tellement à venir chercher, hein. Il y avait un petit peu là-dedans. Et ce faisant, on a rajouté une poche de liquidité dorénavant autour des 3310, 3320. Ethereum est en delta positif, lui, pour le coup. Ça commence à jouer fort, l'idée d'un Ethereum spot bientôt. Est-ce que cet Ethereum spot, cet ETF Ethereum spot va créer éventuellement un sell de news? C'est possible, c'est ce qu'on avait eu sur Bitcoin au moment où l'ETF est sorti. Alors on a eu d'abord 2 belles journées sur l'ETF et ensuite on est venu chercher. Je mets en pause une seconde. Donc ensuite on était venu chercher ces points-là, mais voilà. En ce qui concerne Ethereum, même chose. On est vraiment très proche d'un endroit où on a énormément de chaleur dans les shorts. Finalement jusqu'aux 3645 $, et on a larvé, donc on a créé les conditions d'une poche de liquidité qui elle-même trouve sa source à 3225 à peu près. Sur Ethereum, on va en parler puisqu'on a terminé la liquidité là. On va faire une petite analyse d'Ethereum dans ces petites time frames, je pense que ça peut être intéressant. On va aller voir le 15.
Donc qu'est-ce qu'on voit sur Ethereum? Une forme de support, pas forcément sur du 15, mais sur peut-être une plus grosse time frame, et une forme de résistance par rapport à ici. Hein. Vous le voyez ici, on est dans une zone de range. On est passé sous le range, on a cassé une distribution. Maintenant on a poussé. La question c'est est-ce qu'on tient le support? Quelque part par là, hein, en 15 minutes il est là. Est-ce qu'on tient le support en 15? En 15 minutes, on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses. Si on devait faire une mèche réellement, on va dire qu'elle viendrait chercher un maximal là-dedans. Et est-ce que j'arrive à péter la distribution la plus importante qui est là? D'accord? Concrètement, c'est ce que j'aurais tendance à faire si je viens bien sûr casser le support. Dorénavant, cette distribution elle est comme ça. Le support il est à plat. Si je viens chercher ça, je casse la distribution. Donc sur Ether, la zone de combat elle est relativement facile à déterminer ici. Si j'arrive à m'affranchir des 3413, c'est un retour beaucoup plus haut. Si jamais je n'y arrive pas et que je perds ici ce point-là, c'est une continuation de cette distribution-là pour un plus bas dans cette zone-là. Peut-être avec un caractère parallèle, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément une certitude, mais un caractère parallèle avec ceci. Donc globalement, sur Ethereum, je suis un peu dans cette zone et la liquidité le confirme, ou soit je vais à 3310, je sors mes longues en premier, je fais une ABC comme ceci, d'accord, et ensuite je fais mon push. Mais j'aurais tendance à dire que 3310 serait un bon point d'entrée. Soit je tronque hein, et je coupe et je pars au-delà dès maintenant, c'est-à-dire que ma correction elle c'était A, B et une C tronquée, d'accord. Scénario privilégié, ça reste quand même en général de venir chercher la parallélité. Maintenant, aucune certitude. Et c'est pareil, Ethereum peut faire ça, encore une fois. Ça irait dans le sens de faire ça, d'une continuation de sa tendance baissière de fond. Hein. Attention, il n'y a pas de... ici, on est en train de chercher la petite bête dans des choses qui nous intéressent, mais sur le fond, Ethereum est dans une tendance actuellement baissière. Donc c'est un peu la question dans laquelle je m'inscris sur le 15 minutes sur Ethereum et à la fois sur le 4 heures finalement. Hein. C'est de me dire, bon, j'ai couvert bien l'imbalance, je suis venu chercher parfaitement cette vallée. Est-ce que j'ai besoin de venir finalement retester entièrement toute l'histoire, c'est-à-dire le flag qui est au-dessus, celui-là, qui est une magnifique zigzag ici, ABC, d'accord. Est-ce que j'ai besoin de revenir retester le haut de cette distribution-là? Enfin, voilà, est-ce que je fais un truc un peu plus dans ces eaux-là, tout en restant dans la préfiguration haussière, entre guillemets? Ou alors, est-ce que j'ai besoin de venir chercher la parallélité de cette correction, peut-être même un point plus bas, et aucun problème là-dessus, peut-être cette trend hein, qui a plutôt bien réagi dans le passé, pour le moment on n'en est pas très loin, pourquoi pas, et puis derrière donner quelque chose de plus impulsif. Donc en soi, c'est une zone intéressante, je dirais que moi j'aime bien quand il y a support plus trend. Ici, j'ai une vallée, j'ai pas un support, d'accord. Une vallée n'est pas un support. Une vallée donne des réactions, assez souvent, mais c'est pas un support. Le vrai support, je pense qu'on peut estimer que soit il est en bas, ici, d'accord. Donc ici, ça irait donc plutôt dans le sens d'un retest. Tout cela ne se met pas en place, avec son côté parallèle, etc. Ça l'a tenté, mais ça ne le fait pas. Donc ça, 2880 est un excellent endroit. Maintenant, on est le 27 juin, on nous annonçait peut-être un Ethereum spot, etc., toutes ces choses-là. Question étant, est-ce que je viens chercher ça? Moi, j'adore quand il y a retest plus niveau, hein, encore une fois, ça c'est joli. Est-ce que je viens chercher ça ou pas? Le scénario de liquidité, j'ai envie de dire, scénario de liquidité, et plutôt dans l'idée de passer sous toute la structure sur Ethereum avant de faire le push. D'accord? Le scénario de énormément d'envie, donc c'est-à-dire 2750, moi c'est un niveau que je lorgne depuis excessivement longtemps et qu'on n'a jamais touché.
Le scénario, en revanche, donc, globalement, vous comprenez que ceci est une flat, une grande flat, d'accord? A, B, C. Ok, ça c'est le scénario de liquidité. Je dois passer sous la structure. Et il est relativement équivalent sur Ethereum, d'accord? Sur Bitcoin, pardon. Sur Bitcoin, le scénario de liquidité voudrait qu'on revienne sous les 57 000 $, d'accord? Le scénario d'énormément envie et celui qui prendrait un peu tous les traders de liquidité de court, entre guillemets, bah, ça serait un rebondissement sur la zone actuelle. Voilà. Scénario privilégié à ce stade, pour moi plutôt rebondissement sur la zone actuelle, mais j'ai des ordres en attente ici. C'est-à-dire que les ordres que je vais mettre là en termes de taille de position, les ordres que j'ai déjà mis, hein, puisqu'on avait déjà joué sur Ether cette zone-là, je vais les laisser se faire prendre si on n'y va pas, parce qu'on a quand même déjà bien sûr pris un petit peu de profit pour respecter cette distribution-là. Mais à partir de là, ça sera beaucoup plus important en termes de taille de position, parce que c'est plus pro. C'est plus pro d'intervenir sous la structure que d'intervenir tout simplement dans ces zones-là. Donc pour l'instant, je prends rien sur Ethereum de plus, hein, puisque encore une fois, mes points d'entrée ils sont plutôt par ici. Je prends rien de plus et je ne défendrai pas ce qui se passe là, sauf à dire que je vois des choses intéressantes. On va dire que je préfère ouvrir là, même s'il y a 150 $ de différence, en fait, en pourcentage, ça fait quand même quelque chose de conséquent. 5%, d'accord. Ça voudrait dire que sur le levier actuel, je suis en levier 30, je crois, bon, il faudrait que je défende une fois, deux fois. Ça triplerait ma taille de position. Bon, c'est à réfléchir. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai plutôt un ordre de coupure ici, si on revient à mon point d'entrée. J'ai plutôt un ordre de coupure et un ordre de réouverture. C'est légèrement en dessous de 2750, en fait. On est plutôt à 2717. Donc voilà, c'est un petit peu les questions du moment. Si ça part, tant mieux pour mon long qui avait été pris là. Si ça ne part pas, mon long a déjà gagné de l'argent, il va se faire couper. Et à ce moment-là, ça serait une réouverture pour moi à 2717. Le moment où on passe sous la structure. Attention, parce que ici, ce qu'on regarde, c'est un 4 heures. On peut faire pas mal de choses en 4 heures. Donc ça peut dériver un peu plus bas, d'accord ? Je dirais qu'un maxima 2610 pourrait être le truc sur lequel on mèche et qu'on reparte éventuellement. Voilà, à voir, encore une fois. Mais en soi, c'est déjà un sweet spot pour moi. Bah, si on doit faire une running. On ne privilégie pas l'idée d'une running en termes de taille de position, mais on la joue. On la joue avec une position plus petite. Moi, personnellement, je n'ouvre pas ici. Je ne joue pas cette running, mais je joue cette running tout simplement en ne coupant pas le long qui était déjà en cours sur cette zone. Donc, globalement, ça se vaut. BTC pour la conclue. Après, c'est vraiment à l'appréciation de chacun, hein, sincèrement. Il n'y a pas de « vous devez faire ça » ou « vous avez à faire ça ». La question, c'est si le prix va là, qu'est-ce que je fais ? À combien j'ouvre ? Quelle doit être ma taille ? Enfin, qu'est-ce que je pense qu'est la bonne taille de position ? Où est-ce que je pense que les choses peuvent m'emmener? Où est-ce que je prends déjà des profits pour sécuriser, protéger mon capital de trading? Bref, c'est des tas de choses qui sont très personnelles en fait, mais qui sont importantes, on va dire, sur la philosophie. Il y a une certaine forme de philosophie à respecter, mais après c'est très personnel et la philosophie de fond, c'est protéger son capital de trading avec les tailles de position adéquates, etc. et toutes ces choses-là. La philosophie de forme, comment je fais pour le faire, c'est quelque chose d'excessivement personnel. Ensuite, donc du coup, bah voilà, sur BTC, petite TF, globalement, c'est à peu près la même histoire qu'Ether. On va dézoomer un tout petit peu, on va se mettre sur le 1 heure. C'est à peu près la même histoire qu'Ether, c'est-à-dire sur le long terme, est-ce que je considère que ma correction c'était ça ? D'accord ? Ou est-ce que je considère que ma correction va être ça ?
Est-ce qu'on passe sous la structure avec une visite des 54-55? Pour le coup, il faudrait travailler un petit peu pour voir jusqu'où on pourrait éventuellement aller. Donc est-ce qu'on doit repasser sous la structure? C'est-à-dire on va se taper en gros un mois de juillet relativement casse-couille. Et est-ce qu'on ou alors est-ce qu'on estime que le spot est déjà bien, c'est-à-dire que ce qui a été ouvert là, parce que là il y a du pognon, hein, attention, il y a pas mal de pognon là, il y a surtout énormément de pognon là hein, aussi, hein, c'est ce que j'avais mis en avant hier quand on a étudié la liquidité à 2 ans. Donc la question fondamentale, je pense qu'elle est pas mal ici. Est-ce que les mecs qui ont le pognon et qui sont là défendent à partir de maintenant? Auquel cas on doit avoir une réaction à partir de maintenant. Si jamais ça n'est pas le cas, à ce moment-là, donc est-ce qu'ils ont... La question n'est même pas est-ce qu'ils défendent, la question serait plutôt de dire est-ce qu'ils ont quasiment suffisamment été servis. Puisque dans cette zone-là, l'idée de passer sous la structure, vous le comprenez, c'est de les servir encore plus. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est leur point d'entrée initial, certes, mais là, il se peut qu'il n'ait pas suffisamment eu de contrats en long dans leur sens. Et donc, si jamais on y retourne, il se peut qu'ils continuent à défendre leur liquidation avec des bots, hein, ou encore une fois, oui, on parle de gens qui ont des portefeuilles qui sont relativement illimités par rapport à la liquidité présente en crypto. Quand je dis par rapport à la liquidité présente en crypto, ça veut dire que si vous leur dites faire la même chose sur le S&P 500, faites la même chose sur le S&P 500, ça risque d'être plus compliqué. Mais pour certains, ils en sont capables. Hein, c'est-à-dire de faire bouger l'indiciel. Certains en sont bien sûr capables. Je parle de très très grosses institutions. Pour le moment, sur le fond, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais sur le fond, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? J'ai une distribution dont le momentum s'accélère. D'accord? Donc, pour le moment, tant qu'on ne casse pas ça, et tant qu'on ne casse pas surtout ça, aucune idée de même à réfléchir à aller là. Mais, en termes de localisation, si ça doit protéger là, ça le fera maintenant. C'est-à-dire c'est la dernière vallée qui protège le creux. Si ça veut recharger plus, ça se passera là. Ensuite, et par ailleurs, il serait assez douteux au sens douteux, que on y aille en canal tout droit. D'accord? On s'attend plutôt à une ABC. Donc, personnellement, c'est pour ça que je trouve que la zone est un sweet spot. C'est parce que si on s'attend au moins à minima à une B, comprenez que déjà, ça, c'est très conservateur à venir chercher. C'est-à-dire 64 est déjà excessivement conservateur. Sous-entendu, là, si vous jouez la zone, venir rechercher 64 est excessivement conservateur parce que vous considérez qu'effectivement, on reste dans ce canal ad vitam aeternam jusqu'à arriver sous la structure. Généralement, on a quand même des retracements haussiers dans une vague baissière. Si on devait faire cette chose-là en 3, on aurait à minima des retracements haussiers. Retracements haussiers qu'à ce moment-là, on pourrait voir éventuellement comme venir chercher la trend principale. Donc 69. Voilà, à voir, ça a bien distribué violemment. On n'a pas de signal que cette violence va s'arrêter. Si ce n'est une éventuelle structure très légèrement bullish. Ici, sous trend. D'accord? Moi j'aime bien ce genre de config, c'est-à-dire on est sur une trend, on n'a pas des rejets violents sur trend comme on a eu là. On a plutôt une structure qui essaye de larver dessous et qui vient chercher des longueurs retardataires, certes, mais qui montre qu'elle a peut-être envie de venir péter ceci pour revenir ici, encore une fois. Et l'idée c'est quelque part entre 64 et 69, on va dire TP1 à 64, celui qui prend quand même sa fonctionnalité, sous-entendu là, peut-être sortir la moitié de la position, et éventuellement, encore une fois, 69. Dans l'idée, personnellement, j'ai pas ouvert encore là, parce que j'attends des confirmations, etc. J'ai déjà un long qui est positionné sur la zone,
qui, s'il fonctionne, a été ouvert à 57,2, donc dans ces zones-là à peu près. À peu près. Donc c'est pareil que Ethereum, perso, je vais plutôt laisser tourner ça pour le moment. Et puis si il est pris à break-even, donc c'est un long qui a gagné de l'argent. Maintenant, réouvrir sur ces zones-là, je ne pense pas. Si je devais réouvrir, si je n'avais pas ici de position, j'irais quand même peut-être plutôt le faire dans cette zone-là. D'accord, sur la zone des 59-60. C'est plutôt un endroit que je rechercherais, surtout depuis qu'on a perdu le 15 minutes d'hier, etc. Donc voilà, ça c'est personnel, c'est pareil, c'est des choses qui sont les points d'entrée, mais voilà, j'aurais tendance à essayer de trouver quelque chose de cohérent. Et c'est dommage, on n'a pas grand-chose de cohérent, à part le point qui est là pour le moment, dans cette zone-là. On n'a pas grand-chose de... Quand je dis pas grand-chose de cohérent, c'est-à-dire que ça s'est repris assez vite et finalement on n'a que des petites corrections en touchette. Voilà, il n'y a rien de... Allez, à la limite 59 tout pile, ça serait la plus... Il y a deux endroits. La zone des 59,9 et la zone des 59. Voilà. Que je vois comme présentant une forme d'intérêt. Maintenant, vous voyez que c'est extrêmement, voilà, très légèrement sous 60. Une nouvelle fois, revenir tester 60. Et pour le coup, la première correction après la mèche, qui se trouve à 59,100. En soi, ça devrait provoquer des réactions sur ces niveaux-là. Après, à savoir si c'est vraiment le bottom ultime, bah c'est encore une fois des choses qui sont assez personnelles. Depuis qu'on a commencé la vidéo, bah, on n'a pas forcément eu de développement ici sur le 15. Le 15 du bas a tenu. Voilà. Maintenant, encore une fois, on a décalé la zone de combat. Comprenez que hier, la zone de combat, elle était là-dedans. On l'a décalé, on l'a perdu, on l'a retesté. Ok. Maintenant, il faut absolument réintégrer ça et rapidement. Comprenez également que si on doit réintégrer ça, attention quand on arrive là, à 61-133 là ici, parce qu'on a à la fois un niveau 15 minutes et une traîne de distribution qui sont au même endroit. Donc il y a peu de chances que ça passe. Par contre, un niveau peut faire le taf avec le temps de pour le coup venir casser. Mais l'endroit où il y a le niveau supérieur et la trend, ça a moins de chances de passer que de faire avec le temps. C'est-à-dire si ce niveau avec le temps tient, à ce moment-là, donc aller au bout de cette histoire, entre guillemets, à ce moment-là, il est possible que on vienne à casser une trend. Un niveau horizontal est généralement plus puissant qu'une trend. À la différence que ça, c'est une trend 1 heure, d'accord, et que ça, c'est un niveau 15 minutes. Maintenant, en 1 heure, on a un niveau aussi sur cette zone-là, d'accord. Il est globalement là où il y a le rouge, là, hein, sur le daily. Donc en 1 heure, on a aussi un niveau. Voilà. Donc scénario privilégié. Allez, ça, peut-être passer en dessous légèrement, ici. Et venir, à minima, je dirais, toucher ça. Et pourquoi pas ceci. D'accord. Si vraiment, donc ça c'est vraiment du méga intraday, hein, vous l'aurez compris, c'est de la toute petite TF. Pour chercher plus long, si je devais chercher des entrées pour un trade plus en longueur, personnellement j'interviendrais plutôt sur la zone des 5900 à 59, c'est-à-dire partir pour un dernier pic là-dedans, et là pour le coup, boum, on dégage. Tout se tient à la tenue de ça, personnellement, donc la décision, les critères d'aide à la décision se tiennent à la tenue de ce niveau-là et la cassure de cette trend, c'est-à-dire que c'est la confirmation à attendre, entre guillemets, pas nécessairement voilà, attendre que ça casse ici. Et voilà l'idée, hein, tout simplement.
Voilà, qu'est-ce que je fais si le prix fait ça, hein. C'est pas de la prévision qu'on fait là. Encore une fois, on n'est pas en train de regarder de la prévision. On regarde des critères d'aide à la décision qui sont graphiques, rationnels, qui correspondent à ne pas insulter la structure. Encore une fois, on est contre-tendance. Le trade doit être rentable dans sa propre structure, c'est-à-dire celle-ci. D'accord ? Là-dedans, déjà, le trade doit avoir trouvé une certaine forme de rentabilité et on va chercher la performance avec les runners. On cherche la rentabilité en respectant la structure, on cherche la performance en insultant la structure. Mais on n'insulte jamais la structure au-delà de cette idée de mettre la charrue avant les bœufs, je sais pas comment expliquer, voilà, on n'insulte jamais la structure avec son capital de trading, on le fait avec une position rentable, voilà. Et on n'insulte jamais son propre capital de trading avec des positions trop grosses sur des niveaux, ce n'est jamais le cas. Laissez-vous la place, le temps et la possibilité de durer longtemps dans ce métier, c'est uniquement ça. Après, l'idée d'une ETE inversée ici, on en parle ou pas? Si c'est le cas, bah c'est maintenant, tout simplement. Il n'y a pas de... Voilà, si on enfonce la tête, c'est plus une ETE, d'accord. Donc l'idée d'une ETE inversée, elle est quand même sacrément altérée, je trouve, quand on perd 60 500. La mèche ici, elle est quand même péchue. Maintenant, voilà, ça peut être des excès. On a vu d'ailleurs même que cette mèche pourrait éventuellement ressembler à un excès, puisque même nous, quand on avait dit bas d'une distribution, hein, et je l'ai gardé cette ligne ici, qui présentait quand même de l'intérêt avec 3 touchettes, bas d'une distribution, creux inférieur ici, donc ça c'est une mèche de liquidation. Elle a eu lieu, donc on ne peut pas la mettre de côté, d'accord, la structure est cassée, etc. Et ceci et cela, et ceci et cela. Maintenant, en termes de prise de liquidité, cette mèche, elle est plus encourageante que réellement Oh là là, je perds un peu mes mots. Elle est plus encourageante que vraiment catégoriquement en faveur d'une perte totale, on va dire, de la structure. En soi, c'est pas joli de perdre ça. Mais on le récupère rapidement d'ailleurs, d'abord. Ça c'est la première chose, le daily tient hein, ici. Donc on le récupère rapidement. Après, derrière, qu'est-ce que je perds là-dedans? Je perds quand même toute l'idée d'une structure haussière qui avait commencé là, d'accord. Creux. Et il me fallait là ici un creux plus haut que l'autre, sinon en soi, j'ai pas grand-chose sous les yeux. Mais sur Bitcoin, parfois, c'est bien d'aller chercher des niveaux 15 minutes, un niveau inférieur, etc. Ça fait partie des choses, on va dire, qu'on avait évoquées à la perte des 66. Personnellement, je me voyais pas y aller aussi vite, en tout cas aussi péchu. Mais à la perte des 66, bon, bah, l'idée c'était de venir tester un par un les niveaux inférieurs qu'on avait. Là, le prochain niveau, il est à 56. On a quelque chose qui a tenu à 58,9. Donc autant le jouer. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, encore une fois, sur le... Je trouve que c'est plutôt joli. Sur le moyen terme. En soi, si vraiment je voulais payer la zone, ce qui n'est pas mon cas là pour le moment, mais je trouve que pour celui qui n'est pas suffisamment exposé ou qui considère qu'il n'est pas suffisamment exposé, bon bah mettre un billet dans cette zone là n'est pas en soi déconnant, parce qu'on est plutôt bas de range. Et bah en fait, le risk reward de venir à 54 même, pour finalement venir prendre profit à 72, vous voyez c'est un peu du no-brainer. Maintenant, possibilité d'aller à 51, vous voyez que même à 51, ça reste quasiment une stratégie neutre.
Voilà. Je vois pas vraiment BTC dans un avenir proche perdre 51 sauf Black Swan, c'est-à-dire signe noir. Vraiment signe noir, c'est-à-dire gros problème. Et gros problème en soi, à ce moment-là, c'est oui, plutôt un retour sur là-dessus, 43, 44. Vrai gros signe noir, l'économie crash, etc., le support est à 25, tout simplement. On n'a pas eu de retest du support des 30, donc il y aura forcément une réaction ou un bottom sur les 30, mais le vrai gros support est à 25 actuellement. Voilà, bon je pense qu'on a fait le boulot, encore 1 heure de vidéo, bon, parce que ça m'intéresse d'en parler, donc du coup voilà, ceux qui aiment bien, dites-le en commentaire, parce que du coup c'est un encouragement. Je me dis à chaque fois, bon allez, je vais essayer d'en faire une en 30, et puis en fait ça ne marche pas. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, aujourd'hui, on va parler de monnaie numérique de banque centrale. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Je connais déjà la réponse de beaucoup d'entre vous. Mais voilà, avoir un euro numérique, est-ce que pour vous c'est une avancée ou c'est où on est en train de rétrograder? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.